finir en fait sur quelque chose que je n'ai pas dû sur bien cerner hier. C'était prendre position et prendre parti. Et je voulais savoir par rapport au travail de Brecht, si ça pouvait être expliqué par le fait d'accepter en fait une publication censurée en 1955. Bon, alors je vous raconte un tout petit peu les conditions de cette publication. Et puis après, là, votre question est oui, très importante. C'est normal que vous la posiez. Ça sera difficile pour moi d'y répondre complètement, mais bon. Donc Brecht, dès 1945, il a essayé de publier sa Kriegsfibel. Donc il l'a envoyé à des éditeurs qui ont refusé, notamment un éditeur autrichien. Il a fait des voyages spéciaux pour aller présenter ses planches là. Les gens ne voyaient pas du tout. Il faut dire que donc à la fin de la guerre, dans le monde germanique, on avait juste envie d'oublier tout ça, hein, probablement. Bon. Ensuite, il s'est établi à Berlin-Est. Il a dirigé un très grand théâtre, c'était un homme très officiel. Donc il a fait à peu près ce qu'il voulait au théâtre. Et puis donc il a adressé le projet à nouveau de la Kriegsfibel à des éditeurs de l'Allemagne de l'Est. Et il a eu des réponses donc d'un comité de censure, hein, puisque ça fonctionnait comme ça, d'une dureté incroyable. Et il a pris la plume, il y a tout un dossier là-dessus, il a pris la plume pour répondre à chacune des critiques. Mais de toute façon, le livre a été censuré. C'est-à-dire, on a dit, il ne paraîtra pas. C'est vrai que vous parlez là d'oubli au niveau de la société germanique à cette époque. Et c'est vrai j'ai relevé que 3 photos censurées, c'est-à-dire les 2 d'Hitler en bienséance d'État. Parce que je pense que c'est pas forcément de la bienséance, c'est juste un homme qui sert sûrement sa femme, je sais pas. Et aussi la femme avec les médailles militaires. Et en fait, ce que je remarque, c'est que ce qu'on a enlevé, c'est de la guerre, en fait, de ce recueil de l'abécédaire de la guerre, c'est l'homme, en fait. Et ça c'est l'homme, le facteur homme humain. Que, en fait, non, parce que dans toutes les autres planches, il y a toujours des hommes. Mais simplement, c'est vrai que l'élément, par exemple, érotique... Ce qui est mis en avant, ça peut être le côté technique, le côté idéologique. Et c'est vrai que sur ces 3 photos, on est face à quand même à il humanise Hitler comme il peut humaniser, là, ça fait rappeler les femmes tondues, les femmes... Et c'est vrai que ça m'a marqué, et vous parlez de compassion, en fait, hier, que les 2 femmes qui ont écrit sur lui parlent. Donc, et je trouvais que, en fait, toute la compassion qu'il y avait dans ce livre, toute l'acceptation de certaines choses ont été supprimées, et voilà, et je trouvais quand même... je trouve que c'est un acte qu'on fait souvent dans la société actuelle, de supprimer l'homme là-dedans, parce qu'il n'y a pas... On ne court pas que derrière une idéologie, ou que derrière le pétrole, que derrière... À mon avis, vous allez un peu trop loin en disant qu'on a censuré. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, non, on est... Mais je finis mon histoire, juste, si ça vous intéresse. Donc, à un moment donné, à cette époque-là, il se met à écrire des poèmes que Hannah Arendt considère comme la plus mauvaise poésie du monde, nulle, mauvais et tout, qui sont en fait des éloges à Staline. Et puis, il obtient le prix Staline. Donc, on le voit un peu gêné. Il a le prix Staline. Il y a Aragon, je crois, quelque part. Enfin bon, bref. Il a le prix Staline. Ce prix Staline lui donne le droit de donner l'imprimatur, l'autorisation de publier à des livres. Et ce jour-là, il se donne à lui-même l'autorisation de publier la Kriegsfibel, tout en acceptant des censures. Hein. Et il a mis, je répète, 10 ans pour publier ce... Bon, voilà, ça c'est pour l'histoire de la Kriegsfibel. Maintenant, la question plus philosophique, disons,
bon, cette opposition, prise de parti, je la connais nulle part. Hein. Elle m'est venue un peu sous la plume, comme ça, par une série de jeux de mots, si vous voulez, ou d'hypothèses de pensée. Je ne sais pas jusqu'où elle vaut, parce que moi, je ne suis pas un philosophe politique, a priori. Donc, je suis en train, là, de soumettre ces idées à des gens que j'estime plus compétents que moi en philosophie politique. Mais grosso modo, il s'agirait de voir dans la même personnalité de Bertolt Brecht quelqu'un qui a adopté, d'un côté, c'est complètement schizophrène. D'un côté, il a vu que pour lutter contre l'ennemi très bien identifiable de son époque, il a dit il faut être au parti communiste. Il faut être communiste. Donc c'est une logique de parti. Et je ne juge pas ça, je pense que c'était nécessaire à ce moment-là. Toi, tu diras ce que tu en penses aussi, parce que il a une histoire politique, lui aussi, il faut le savoir. Il le savait, ça. Ah, il le savait. Et donc, donc, qu'est-ce que ça veut dire être au parti à ce moment-là chez Brecht? Ça veut dire, comme je l'ai suggéré, être... normalement, quand tu es dans un parti, justement, tu fais bloc. Mais il était bien trop intelligent pour faire bloc jusqu'au bout. Par exemple, dans ses conversations avec Benjamin des années 38, il dit très très bien, il le dit, mais très clairement, il dit en URSS, c'est pas la dictature du prolétariat, c'est une dictature sur le prolétariat. Donc il est absolument clair dans l'idée que le stalinisme, c'est une dictature sur le prolétariat. Il rajoute, après quelques échanges, mais il faut continuer de soutenir ça, car il y a peut-être des éléments positifs pour le prolétariat. Bon. Même chose, je vous ai évoqué l'histoire de Tretiakov, son ami, qui était un homme d'extrême gauche, qui se fait fusiller finalement par Staline, et Brecht écrit un poème magnifique dont le refrain, si vous voulez, c'est « Et s'il était innocent ». Il s'adresse au peuple russe, il s'adresse au cadre du parti. « Et s'il était innocent ». Vous avez tué un homme, c'était mon ami, vous vous êtes réunis démocratiquement, vous l'avez jugé, mais et s'il était innocent, enfin, dans le même temps, il fait des poèmes d'éloge à Staline sur la question de Maïakovsky, par exemple. Alors, on est consterné. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est aussi dans son premier... dans l'exil, tout au début, il va en Russie. Oui. Et ça se passe très mal, quand même. Oui, il est contraint de fuir. En passant par la Sibérie. Ses amis, ça a été tous ceux qui ont été zigouillés par le régime. Mais ça, c'est une chose qui m'a toujours étonné énormément. C'est-à-dire, ces séjours étaient quand même tragiques. Il doit laisser une de ses amants, effectivement, là-bas, qui meurt là-bas. Oui. Il fuit donc, et quand il revient en Allemagne de l'Est, pas un mot sur cette Pas un mot sur cette chose. Absolument. Absolument. Il y a autre chose qui m'a assez bouleversé dans son journal. Il y a pas un mot sur les camps. Pas un mot. Tout simplement. Pas un mot sur les camps. Il y a évidemment des choses très intéressantes sur Hiroshima. Pourquoi il n'y a pas un mot sur les camps? Parce que c'est là son aspect doctrinaire qui ne va plus du tout. C'est que les camps ne sont pas un phénomène dont puisse rendre compte la lutte des classes. C'est autre chose. Lui, son espoir, c'est que les ouvriers allemands, c'est ce que j'ai dit hier, reprennent le dessus et fassent la révolution. Et puis il voit très bien que ça ne va pas avoir lieu. Alors, il y a à ce moment-là un homme schizophrène, à mon avis,
hyper intelligent, qui sait ce que le plaisir veut dire. Enfin, c'est un génie poétique, théâtral, etc. Et en même temps, il dit lui-même, je suis doctrine. J'ai besoin de ça. En face de lui, il y a quelqu'un qui est Benjamin, qui appartient à aucun parti, qui a l'air, qui est dans une position à la fois qui semble obsolète par rapport à Brecht. Qu'est-ce que c'est que ce type qui s'intéresse encore à l'art baroque, hein? Les gens qui s'intéressent à l'art baroque, c'est obsolète. Voilà. Alors, voilà, Benjamin a l'air obsolète. Benjamin est dans une position totalement, je dirais, de mineur, position minoritaire par rapport à Brecht. Brecht représente un parti qui lutte, qui représente une partie du monde qui lutte contre l'autre, enfin, qui représente des succès mondiaux. Voilà, tandis que Benjamin est totalement inconnu, sans le sou, position de minorité. Jugé trop faible par l'université aussi. Voilà, et c'est un type qui n'a aucune action militante. Toute sa force politique chez Benjamin, elle est dans ses textes. Et ces textes, ils nous parviennent encore et on les lit encore. Donc ils sont vraiment très efficaces. Hein. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas efficace, mais il était en position minoritaire. Et Benjamin, pour moi, c'est l'homme de la prise de position et non pas de la prise de parti. C'est-à-dire qu'il a une idée politique sur chaque chose, il essaye de construire une analyse politique, et on voit bien là où il tranche, là où il n'est pas d'accord, etc. Mais en aucun cas, c'est un homme de parti. Et Benjamin l'a très bien expliqué dès 1916, dans une lettre à Martin Buber, qui essayait de monter une revue, disons, de juifs de gauche. Et Benjamin lui répond une lettre absolument magnifique où il dit quand on écrit, la question n'est pas de faire servir son écrit à une action, ce qu'on appelle l'art engagé. Il dit ce n'est absolument pas ça, la valeur politique d'une œuvre écrite, d'une œuvre de pensée. Ce n'est pas faire en sorte que ce qu'on écrit soit considéré comme une moindre action ou quelque chose pour appeler à l'action. L'écrit politique, selon Benjamin, il est politique en tant qu'écrit. C'est pour ça qu'il considère à un moment donné les poèmes surréalistes comme plus révolutionnaires que, dit-il, le manifeste du Parti communiste de Marx. À un moment donné, il dit ça quand même. Voilà, c'est ça la différence, je dirais. C'est pas encore clair, hein. J'ai pas tout... Je ne voudrais pas interrompre parce que je reviens un peu sur une chose que vous avez dit avant, mais je voudrais peut-être préciser ça. Je ne crois pas du tout que Brecht, dans ses photos d'Hitler en famille, veuille humaniser Hitler. Ça, à mon avis, c'est une mauvaise interprétation. À mon avis, il veut montrer qu'il peut séduire et donc il est dangereux aussi parce qu'il se montre en tant qu'homme humain. C'est donc pas du tout en disant on va sauver Hitler aussi.